Les voyages de Gulliver. Je suis capturé par les petits hommes. Je me nomme Lemuel Gulliver, et je vais vous raconter l'une des aventures les plus étranges de ma vie. Je me trouvais à bord d'un navire, lorsque, soudain, éclata une violente tempête. Elle nous chassa loin de notre route, et pendant plusieurs jours, il fallut travailler si dur que tous nos hommes tombèrent malades. Et 12 d'entre eux moururent. Hélas, nos malheurs n'étaient pas terminés. Une brume épaisse nous entoura. Le navire alla droit sur un récif et se brisa en deux. Les vagues se déchaînèrent aussitôt contre notre épave. Je mis une chaloupe à la mer avec 6 hommes d'équipage. « Allez, on y va, on s'en va, quittez le navire !» Mais une rafale plus forte renversa la chaloupe qui coula. Mes amis coulèrent avec elle. Et je ne les vis plus. Je nageais pendant un long moment. Perdu au milieu de l'océan. Tout en nageant, je cherchais à apercevoir la terre. Mais en vain. Je suis... Mais soudain, mes pieds touchèrent le fond. Je cessai de nager et je me mis à marcher. La brume m'avait empêché de distinguer la terre. Peu à peu, l'eau devenait moins profonde. Je dus marcher près d'une demi-lieue avant d'atteindre la côte. Je savais que j'étais sauvé. À bout de force, je m'écroulai sur le sol. Je plongeai dans le sommeil et dormis 9 heures durant. Lorsque je m'éveillai, le soleil était déjà haut dans le ciel. Je me rappelai notre naufrage, et je voulus m'asseoir pour regarder autour de moi. À ma grande surprise, je ne pus faire le moindre mouvement. De longues cordelettes fixées au sol enserraient ma poitrine. Mes mains et mes bras et mes jambes étaient attachés de la même façon. Même mes cheveux, qui étaient longs et épais, étaient attachés au sol. Qu'est-ce qui se passe? Les cordes étaient fines, mais très résistantes, et je ne pouvais pas les rompre. Pendant tout ce temps, j'entendais un bruit confus, différent du bruit de la mer. Je cherchais à voir d'où venait ce bruit, mais allongé sur le dos, comme je l'étais, je ne pouvais rien voir d'autre que le ciel. Au bout d'un moment, je sentis remuer quelque chose sur l'une de mes jambes. On aurait dit un petit animal, et je me demandais ce que cela pouvait être. Cette chose avança sur ma poitrine et s'arrêta juste au-dessus de mon menton. Je baissai les yeux et découvris avec stupeur un petit homme de 5 ou 6 pouces de haut. Oh! Il portait dans ses mains un arc et des flèches miniatures. Il fit signe à d'autres, tout semblables à lui, de le rejoindre, et je les sentis à leur tour sur mon corps. Je n'en croyais pas mes yeux. Quand je vis tous ces petits hommes en miniature qui levaient la tête vers moi, je laissai échapper un cri de stupeur. Oh! Ils en furent si effrayés qu'ils sautèrent pêle-mêle de mon corps et se blessèrent en se cognant les uns aux autres dans leur chute. Comme je demeurais immobile, ils ne tardèrent pas à revenir. Mais je voulais changer de position, et je fis de grands efforts pour soulever mon bras gauche et relever la tête.
Ya! Je réussis à libérer mon bras. Puis je tentai d'attraper une poignée de ces êtres étranges, mais ils s'enfuirent en poussant des cris perçants. Peu après, une grêle de flèches atteignit mon visage, et mes mains, comme autant d'aiguilles. Aïe, 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 aïe. Je renouvelais mes efforts pour me dégager, mais à chaque fois que je faisais un mouvement, une nouvelle grêle de flèches abattait sur moi. Aïe, 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 aïe. Je vais me tenir quoi jusqu'à la nuit, pensai-je. Et alors, je déferrai mes liens avec ma main libre et je m'échapperai. Tandis que je réfléchissais ainsi, la rumeur de discussions animées parvenait jusqu'à moi. Comme si la foule discutait sur le parti à prendre. Puis j'entendis des coups de marteau tout contre mon oreille. Les petits hommes étaient en train de construire une espèce de plateforme à la hauteur de ma tête. Lorsqu'elle fut terminée, 4 hommes montèrent dessus. L'un d'eux s'adressa à la foule. Aussitôt, quelques petits hommes coupèrent les cordes qui retenaient encore mes cheveux au sol. Je ne compris pas un mot de leur discours, et aucun d'eux ne comprenait ce que je disais. En portant plusieurs fois mon doigt à la bouche, je leur fis comprendre que j'ai faim. « Mangez! Mangez! J'ai faim! Mangez! Donne-moi à manger !» Ils m'apportèrent toutes sortes de pain, de viande et aussi à boire. Mais les morceaux étaient si petits que je devais en mettre un grand nombre dans ma bouche pour en goûter un tant soit peu la saveur. Ils me donnèrent la quantité de 2 barriques à boire. Mais cela me parut très peu. Chacun s'émerveillait de me voir manger autant. Pour eux, j'étais un géant. Quand j'eus terminé, un personnage de haut rang vient faire un discours. Quand, par les gestes, il m'expliqua qu'on allait me transporter à la capitale. Ils ne me détachèrent pas, mais ils enduisirent mon visage et mes mains d'une sorte d'onguent qui apaisa mes blessures causées par leurs flèches. Ça faisait du bien. Ils m'offrirent du vin, dans lequel ils avaient ajouté une potion soporifique, et je tombai bientôt dans un profond sommeil. Les voyages de Gulliver, seconde partie. J'arrive à la capitale. Pendant mon sommeil, les petits hommes construisirent un véhicule pour me transporter, car aucun des leurs n'était assez grand. Cet engin avait 7 pieds de long et 4 pieds de large, et il ne s'élevait qu'à 3 pouces au-dessus du sol. Lorsqu'ils en eurent achevé la construction, ils se demandèrent comment ils allaient m'allonger dessus. Ils résolurent cette difficulté en enfonçant dans le sol un grand nombre de poteaux, surmontés de roues, puis en faisant passer autour de ces roues des cordes, avec lesquelles on me ficela. Des centaines d'hommes tirèrent alors à l'autre bout des cordes, et mon corps s'éleva peu à peu du sol. Jusqu'à la hauteur du véhicule. Tout cela demanda un certain temps, comme on me l'apprit par la suite. Quand je fus installé sur l'engin, ils m'attachèrent solidement, pour le cas où je me réveillerais, et on amena 1500 chevaux de l'écurie du roi pour me remorquer. Beaucoup d'hommes accompagnaient cet étonnant cortège. L'un d'eux me tira de mon sommeil en enfonçant son épée dans l'une de mes narines. Chatouillé, j'éternuai violemment. Et m'éveillai. Saisis de terreur, les petits hommes qui étaient rassemblés sur ma poitrine se sauvèrent à toutes jambes. Au secours, au secours, au secours! Car pour eux, mon éternuement avait résonné comme un coup de tonnerre. Nous marchâmes tout le jour et toute la nuit du lendemain. Toute la journée du lendemain. Quand nous arrimâmes à proximité de la capitale, le roi et sa cour vinrent à notre rencontre. Ils s'émerveillèrent devant ma taille, mais restèrent à une distance prudente. Le roi et la cour. On me mena dans une grande maison,
et là on m'enchaîna. Mes chaînes me laissaient libre d'aller et venir sur le devant de la maison, mais pas plus loin. Les gens se pressaient pour venir me voir. Ils me dévisageaient et me lançaient même des mots grossiers. Le gros porc, grosse merde, le gros géant, l'animal, que par bonheur je ne comprenais pas. Le roi et sa cour se tenaient au sommet d'une petite tour voisine pour avoir un meilleur point de vue. Un jour, le roi arriva à cheval près de moi. Le cheval prit peur et manqua de le désarçonner. Lorsqu'il eut calmé le petit animal, du calme, le roi leva les yeux vers moi. Il donna des ordres pour qu'on m'apportât à boire et à manger. Allez, à boire, à manger. Il assista à mon repas. On apporta des charretées de victuailles, car leur vaisselle était évidemment trop petite. Après mon repas, le roi et sa cour se retirèrent. Je restai seul, face à la foule immense et quelques gardes. Certains individus s'en prirent à ma personne. Ils allèrent jusqu'à me lancer des flèches. Aïe, aïe, et je craignis pour mes yeux. L'un des gardes captura 6 de ces hommes. Il les ligota et me les amena. Je ne leur voulais aucun mal, mais je décidai de leur faire peur. Aussi, je les saisis à pleine main et j'en mis 5 dans ma poche. Je gardai le 6e au creux de ma main et je fis mime de le croquer tout vif. Je sortis mon couteau. Oh, la foule s'émut vivement en me voyant prêt à couper la tête du petit homme. Avec mon couteau, je tranchai ses liens et je les posai délicatement sur le sol, où il s'enfuit sans demander son reste. Je fis de même pour les autres. Je me demandais sur quoi je dormirais à la nuit venue. Il n'existait certainement pas de lit suffisamment grand pour moi. À ma grande surprise, les petits hommes transportèrent 600 de leurs petits matelas dans ma nouvelle demeure et ils les installèrent côte à côte. Hélas, ma couche était si mince qu'elle ne m'aida pas à trouver confortablement le sol de pierre sur laquelle elle reposait. Je vécus ainsi dans la maison qui m'avait été attribuée, et au fur et à mesure que les jours passaient, je me demandais ce que j'allais devenir. Mais qu'est-ce que je vais devenir ? Le roi tint conseil avec sa cour pour décider de mon sort. Il faut le tuer. Non, on va lui donner liberté. Non. Pendant les délibérations, un homme raconta au roi que j'avais laissé la vie sauve aux 6 hommes qui m'avaient cruellement attaqué. Ce récit conquit le roi, et il décida de me garder. Il ordonna qu'on me donnât à manger à ma faim, et il engagea des serviteurs pour me servir. Qu'on fasse venir les plus grands savants pour lui enseigner notre langue, dit le roi. Ainsi nous en saurons davantage sur lui. J'appris donc la langue du pays, et je pus comprendre bientôt tout ce qu'on me disait. Un jour, le roi vint me rendre visite. Je le suppliai de me rendre la liberté. « Pitié, sire, s'il vous plaît, pitié, donnez-moi la liberté, rendez-moi la liberté. »« Si je vous rends la liberté, dit-il, vous devrez jurer de vous montrer docile. Vous devrez également vous laisser fouiller, car nous devons nous assurer que vous ne portez pas d'objets dangereux sur vous. »« Je suis prêt à me laisser fouiller à l'instant, répondis-je. 2 hommes furent chargés de cette besogne. Je les mis dans ma poche l'un après l'autre, puis je sortis mes objets personnels, et je les montrai au roi et à la cour. Ma montre les laissa perplexes. Ils essayèrent de toucher les chiffres, mais le verre les en empêcha. Ils dirent que le tic-tac imitait le bruit des moulins à eau. Ma tabatière avait pour eux la taille d'un grand coffre. « Soulevez le couvercle, dit l'un. Dès que je l'eus soulevé, il sauta dans la boîte. Il s'enfonça dans le tabac et le fit voler partout. Tous ceux qui étaient présents se mirent à éternuer violemment. « Atchou, 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 atchou,
Tchou, et je ne peux m'empêcher d'éclater de rire. Les imbéciles. Personne ne comprenait l'utilité de mes pistolets. Je vais vous montrer comment ils marchent, dis-je, et je tirai un coup de feu. Le bruit de la détonation et la fumée qui s'échappa causèrent un tel effroi dans l'assemblée que beaucoup s'évanouirent. Même le roi trembla de tous ses membres, mais il resta debout, car il était très courageux. On me retira mes pistolets et mon sabre de peur que je ne m'en servisse contre la population. Mais on me rendit presque tout le reste, et j'en fus très heureux. Les voyages de Gulliver. Les divertissements des Lilliputiens. 3e partie. Au bout d'un certain temps, les Lilliputiens commencèrent à s'habituer à moi, bien que pour eux je fusse un géant. Ils cessèrent de me craindre. Nous discutions ensemble, et peu à peu, j'arrivai à savoir un grand nombre de choses sur cet étrange royaume de Lilliput. Un jour, j'assistai à un grand spectacle où le peuple était venu en foule. Des hommes de haut rang vinrent danser sur une corde raide, placée à 10 pouces du sol. Hop et hop et hop! Oh! Leur adresse remarquable m'enchanta. Certains réussissaient même à se tenir en équilibre sur les mains. Les hommes les plus habiles sont nommés aux postes les plus élevés du pays, ce qui est pour le moins une pratique singulière. J'ai assisté à un autre divertissement tout aussi curieux. Le roi tient un bâton parallèlement au sol, tantôt haut, tantôt bas, et les candidats doivent tour à tour sauter par-dessus ou ramper en dessous. Et hop là, hop. Celui qui se montre le plus agile reçoit en récompense un fil de soie bleue, le second de soie rouge et le troisième un fil de soie vert. Il est très étrange de voir les personnalités du royaume se livrer à de tels exercices. J'eus l'idée un jour de monter moi-même un spectacle pour le roi et sa cour. J'enfonçai des bâtons dans le sol et posai dessus mon mouchoir pour fabriquer une sorte de scène. Puis, je déposai dessus des cavaliers du roi qui firent une démonstration d'exercice militaire. Le roi prit tant de plaisir à ce spectacle qu'il grimpa en personne sur la scène. La reine me permit même de la soulever en l'air dans sa chaise à porteur pour rejoindre le roi. Hélas, le spectacle dut prendre fin car l'un des petits chevaux donna un tel coup de pied qu'il fit un trou dans mon mouchoir. Et les Lilliputiens raffolaient des défilés. Et à cette occasion, je me tenais debout, les jambes écartées pour former une arche. Mes troupes défilaient sous l'arche au son d'un orchestre. D'où je me trouvais, j'avais une vue splendide. Les semaines passaient et je priais inlassablement le roi de me rendre la liberté. Oh, rendez-moi ma liberté, sire, rendez-moi ma liberté, rendez-moi ma liberté, s'il vous plaît, sire. Il finit par y consentir. Mais vous devez me promettre de ne pas maltraiter mon peuple, dit le roi. Vous ne devez pas quitter ce pays sans que je vous y autorise. Je souhaiterais également que vous nous donniez votre appui en temps de guerre. Je vous le promets, répondis-je. Ainsi prit fin ma captivité. Je profitai de ma liberté retrouvée pour visiter la capitale. Elle était construite comme une petite place forte, entourée d'un mur de 2 pieds et demi de hauteur et qui avait 11 pouces d'épaisseur. J'ôtai ma veste de peur que les pans fissent des dommages au toit des maisons. Je déambulai dans les grandes rues qui n'étaient pas plus larges que les chemins d'un jardin. Les petites rues étaient trop étroites pour que je puisse les emprunter. Le palais du roi se dressait au centre de la ville. Il était entouré d'un mur si épais que je ne pouvais l'enjamber sous peine de l'ébranler. Aussi, j'allai chercher 2 tabourets que je plaçai de chaque côté du mur. Je pus ainsi passer aisément de l'autre côté. Je me couchai sur le côté et regardai à travers les fenêtres grandes ouvertes. Je voyais les gens de la cour aller et venir à leurs occupations, et ce passe-temps m'amusa un certain temps. Comme le jour tombait, je retournai chez moi, car je redoutais d'écraser quelqu'un dans l'obscurité et de rompre ainsi ma promesse faite au roi. Les voyages de Gulliver.
Mes nouveaux habits. Partie 4. Les vêtements que je portais le jour où j'avais échoué sur les côtes de Lilliput commençaient à montrer des signes de grande fatigue. Les trous se faisaient de plus en plus nombreux. Et comme je n'avais rien qui me permît de les raccommoder, je me vis bientôt dans l'obligation d'aller en haillons. Par bonheur, le roi eut l'idée de me faire des habits. Je me demandais comment la chose serait possible. Mais le roi était déterminé, et il envoya chercher ses meilleurs tailleurs pour prendre mes mesures. « Mettez-vous à genoux, me dirent-ils. Je me mis à genoux, et ils placèrent une échelle contre mon dos. L'un des tailleurs monta tout en haut, et de là, il fit tomber un fil à plomb jusqu'au sol. « Voici la longueur de votre veste, annoncèrent-ils en l'inscrivant dans un petit carnet. Je mesurai moi-même mon tour de taille et la longueur de mes bras. Les petits tailleurs notèrent ces nouvelles mesures à côté de la première. « Nous n'avons pas besoin d'autres mesures, dirent-ils. Nous pouvons les trouver par un simple calcul. » Comme ils ne pouvaient pas tisser de tissu suffisamment grand, ils cousirent ensemble une infinité de petits morceaux. Une fois terminé, le costume m'allait parfaitement, mais on aurait dit qu'il avait été taillé dans une couverture de patchwork. Je pensais que j'avais perdu à jamais mon chapeau et je regrettais souvent de n'avoir rien pour me protéger des rayons du soleil. Les petits hommes le découvrirent un jour au bord de la mer. Ils retournèrent en hâte à la capitale pour annoncer qu'il y avait sur la plage une grande chose noire. Ils n'avaient pas la moindre idée de ce que cela pouvait être. Ils pensaient toutefois que cela devait m'appartenir à cause de la taille démesurée de l'objet. Le roi donna 5 de ses chevaux qu'on alla le chercher. Les petits hommes percèrent 2 trous sur le bord, puis ils firent passer des cordes dedans et attachèrent celles-ci aux chevaux. « Mon chapeau !» m'écriai-je, ravi en le ramassant. Je coupai les cordes et le mis aussitôt sur ma tête. La mer et le remorquage ne l'avaient pas trop abîmé, et je fus très heureux de le retrouver. J'avais l'habitude de prendre mes repas à même le sol, mais c'était une situation plutôt inconfortable. Aussi, je me fabriquai une table et une chaise mieux adaptées à ma taille. Et ainsi, à chacun de mes repas, une vingtaine de laquais restaient sur la table pour faire le service, tandis que l'on hissait les plats au fur et à mesure de mes besoins. Un jour, le roi fit savoir qu'il désirait assister à mon repas. Pour forcer son admiration, je décidai de manger encore de meilleur appétit qu'à l'accoutumée. La reine accompagna le roi et je les soulevai tous les deux pour les installer en face de moi sur la table. Une fois installés, ils me prièrent de commencer. Je mangeai autant que je pus. Et mes petits laquais s'affairaient pour amener et enlever les plats sans interruption. Le roi s'émerveillait de voir d'énormes quantités de nourriture que j'ingurgitais. Puis d'une rasade, je vidai les barils les uns après les autres. Le roi et la reine parlèrent peu, et ils me quittèrent dès que j'eus terminé. J'espérais les avoir pleinement satisfaits, mais j'appris peu après qu'il n'en était rien. En voyant l'énorme quantité de victuailles nécessaires pour me nourrir, le roi s'inquiéta sérieusement pour les finances du royaume. Il se montra moins amical envers moi par la suite. D'autres événements, dont je vais vous parler, accentuèrent encore cet état de choses, et je me mis à réfléchir aux moyens de quitter Lilliput pour regagner mon pays. Les voyages de Gulliver. On me demande mon aide. 5e partie. J'avais retrouvé ma liberté depuis peu, quand je reçus la visite d'un grand personnage du royaume. Il m'apprit beaucoup de choses sur Lilliput que j'ignorais encore. Vous pensez peut-être que la paix règne dans tout notre pays, dit-il. Eh bien, il n'en est rien. Les hommes du pays sont divisés en 2 clans ennemis farouchement dressés l'un contre l'autre. Aucun des deux ne veut faire le premier pas. Quel est le nom de ces clans ? Demandai-je. Les bas talons et les hauts talons,
répondit mon visiteur. On les appelle ainsi à cause de la hauteur des talons de leurs chaussures. Un bas talon ne souffrirait pas de porter des hauts talons, et un haut talon ne supporterait pas de porter des talons bas. Vous voyez à quel point le conflit est virulent. Je lui dis que je trouvais tout cela très étrange. C'est très étrange. Cela ne facilite pas les choses, poursuivit mon visiteur avec un soupir. À présent, ce sont les bas talons qui occupent les postes les plus importants du royaume. Mais comme les hauts talons refusent d'obéir aux ordres des bas talons, le pays est paralysé et le roi est impuissant. C'est une situation propice pour nous déclarer la guerre. Qui pourrait vous déclarer la guerre ? Demandai-je. Nos ennemis de l'île de Blefuscu, répondit-il. Nous craignons qu'ils arment leur flotte contre nous. Pourquoi agirait-il ainsi ? M'étonnai-je. Je vais vous expliquer pourquoi, dit-il. Tout a commencé à l'époque où l'on coupait les œufs par le gros bout. Je trouvais que c'était là un motif bien mince pour déclarer la guerre. Mon visiteur poursuivit son récit. Autrefois, dit-il, tous les Lilliputiens cassaient leurs œufs par le gros bout. Mais un jour, le fils du roi se coupa la main en coupant son œuf de cette façon. Le roi était dans tous ses états, et il publia un édit ordonnant à tous les sujets du royaume de casser les œufs par le petit bout. C'est très intéressant, déclarai-je. Certains, reprit-il, refusèrent de changer leurs habitudes, et ils continuèrent à casser leurs œufs par le gros bout. Le roi se mit dans une grande colère et les exila. Ils se réfugièrent à Blefuscu et racontèrent au roi de ce royaume leur malheur. Il prit parti pour eux et déclara la guerre à Lilliput. Vous avez dit qu'il allait envoyer leur flotte contre vous, n'est-ce pas ? Demandai-je à ce grand personnage de la cour. Nous avons appris qu'il venait d'armer une flotte redoutable, m'expliqua-t-il. Le roi m'a chargé de vous demander votre aide. Vous êtes si grand que vous pourrez certainement nous aider à les vaincre. Dites au roi que je l'aiderai bien volontiers, dis-je. Mon visiteur prit congé et je restai seul. Sachant que les vaisseaux étaient tout petits par rapport à ma taille, je réfléchis aux moyens de neutraliser la flotte. Quand j'eus appris que les fonds autour de Blefuscu étaient d'environ 6 pieds, je me renseignai sur le nombre des vaisseaux de la flotte et je conclus bientôt un plan que je mis à exécution sans tarder. D'abord, je confectionnai un grand nombre de crochets en acier. Puis, je fixai ceux-ci au bout de cordes très solides et j'emportai le tout sur la côte. Je m'avançai dans la mer, puis je nageai un peu, et en moins d'une demi-heure, je parvins près de la flotte ennemie. Lorsque les gens de Blefuscu me virent approcher, ils furent saisis d'effroi, ils poussèrent des cris de terreur et se jetèrent à l'eau. « Au secours ! Comme je l'avais espéré, le reste fut très facile. Je fixai un crochet à la proue de chaque navire. Toc, 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 toc. Puis je ramassai les cordes et les nouai ensemble. Les tenant d'une main, je commençai à tirer. Quand l'ennemi vit ce que je faisais, il fut frappé d'horreur. Les Blefuscusiens, rassemblés sur le visage, me criblèrent de milliers de flèches. Beaucoup se figèrent dans mes mains et sur mon visage, et j'avais peur pour mes yeux. Heureusement, je pensai tout à coup à mes lunettes, que j'avais soigneusement cachées jusque-là, de peur que le roi me les prît. Je les fixai sur mon nez, et les yeux bien protégés, je continuai ma besogne. Et hop, et hop, et hop, je tirai les cordes que j'avais attachées au navire, et toute la flotte avança derrière moi. Les Blefuscudiens poussèrent un cri de détresse et de colère. Voyant leur flotte s'éloigner de la côte en direction de Lilliput. Le roi de Lilliput et toute la cour regardaient les opérations depuis le rivage. Au début, je dus nager un moment, et ils me perdirent de vue.
Lorsqu'ils virent la flotte avancer vers Lilliput, sans aucun signe de moi, ils furent pris de panique, car ils imaginèrent que j'étais mort. Ah! Et que la flotte avançait vers Lilliput, prête au combat. Au secours, au secours! Ah non, je ne veux pas mourir, au secours! Ah non, pas moi! Bientôt, je repris pied et je me mis à marcher en tirant les navires derrière moi. En m'apercevant, le roi et toute la cour poussèrent des cris de joie. « Youpi! Youpi! Youhou! Youpi! Bravo! Bravo !» Le roi me fit fort compliment et me donna le plus haut titre de noblesse du royaume. Je fus considéré comme un héros. Quelque temps après, le roi me demanda d'aller chercher les bateaux qui restaient à Blefuscu, étant entendu que pour moi ce serait là un jeu d'enfant. Si vous réussissez, les Blefuscudiens seront obligés de casser leurs œufs par le petit bout, ainsi que je l'ai décrété, dit le roi. Je ne peux pas faire une chose pareille, répondis-je. Je ne veux pas faire de ces gens des esclaves, même si ce sont mes ennemis. Cette réponse déplut au roi, et à partir de ce moment-là, il m'en voulut. Quelques hauts personnages de la cour, qui étaient jaloux de moi, se réjouirent de l'attitude du roi à mon égard, et ils firent de leur mieux pour attiser la haine du roi contre moi. Un matin, le roi de Blefuscu, qui avait perdu toute sa flotte, et par conséquent tout espoir de gagner la guerre, fit savoir qu'il demandait la paix. Son messager alla d'abord voir le roi de Lilliput, puis il vint me rendre visite. « Le roi de Blefuscu vous salue, dit-il, et il serait très heureux de vous faire la connaissance d'un homme tel que vous, si vous vouliez seulement venir à notre cour. »« Mais certainement, répondis-je. Remerciez le roi, je vous prie, et dites-lui que je viendrai dès que je le pourrai. » Les voyages de Gulliver, mon arrivée à Blefuscu, 6e partie. Je partis quelques jours plus tard. J'empilai mes affaires personnellement sur un gros vaisseau qui mouillait dans la baie. Puis, je m'avançai dans la mer en le poussant devant moi. J'arrivai à Blefuscu une demi-heure plus tard. Le roi et la reine vinrent à ma rencontre. Ils s'émerveillèrent de ma taille. « Oh, qu'il est grand, que vous êtes grand, oh, que vous êtes beau, oh !» et parurent très heureux de me voir. Très heureux, enchanté de vous voir. Je m'étendis à terre pour baiser la main du roi et celle de son épouse. Madame, monsieur. Je ne leur dis pas ce qui m'avait poussé à venir à Blefuscu. Ils pensaient simplement que j'étais venu leur rendre visite, comme je l'avais promis. Ils se montrèrent très gentils pour moi et me traitèrent avec beaucoup d'égard. Quelques jours passèrent, je me promenais dans l'île, je discutais avec le roi et sa cour, puis un jour, j'aperçus sur la mer quelque chose qui fit bondir mon cœur dans ma poitrine. C'était quelque chose de très grand, ou qui me paraissait tel. Après mon long séjour chez les petits hommes, et je compris que cela venait de mon monde. On aurait dit un bateau renversé. J'entrai dans l'eau et je nageai dans sa direction. Je ne m'étais pas trompé, c'était une chaloupe. La joie m'envahit à la pensée que j'avais enfin un moyen de m'échapper de Lilliput et de Blefuscu, et peut-être même de regagner mon pays. Je demandai au roi la permission d'utiliser quelques-uns de ses navires pour m'aider à remorquer la chaloupe jusqu'à la côte. Dès qu'elle fut sur le rivage, je la remis à l'endroit. Je découvris avec plaisir que cette embarcation était en assez bon état et que je pourrais m'embarquer dessus. J'allai trouver le roi et je lui fis part de mes intentions. « Messire, seigneur, je voudrais rentrer dans mon pays, dis-je. Si seulement j'avais des rames, des voiles et des mâts, je pourrais naviguer à bord de cette chaloupe. »« Nous vous aiderons, proposa généreusement le roi. » Cette réponse me combla d'aide, et j'étais si impatient que je me mis tout de suite au travail. Comme il me restait beaucoup de choses à faire avant que tout fût prêt. Tandis que je m'affairais, un messager arriva de Lilliput. Il était envoyé par le roi de Lilliput qui ordonnait qu'on me ramenât sur-le-champ, pieds et mains liés. Le roi de Blefuscu éclata de rire. Il demanda au messager de transmettre sa réponse. « Dites à votre roi, dit-il, qu'il est impossible de faire ligoter cet homme. Dites-lui aussi qu'il a trouvé un énorme bateau et qu'il partira bientôt dessus pour retourner dans son pays. »
Je me remis donc au travail. Je fabriquai des rames, des voiles et une solide mâture. Le roi de Blefuscu me donna toute une cargaison de vivres que je chargeai à bord de mon bateau, car je ne savais pas combien de temps il me faudrait naviguer. J'aimerais emmener quelques-uns de vos sujets, dis-je au roi. Ils feraient certainement l'émerveillement des gens de mon pays. Mais le roi refusa d'accéder à ma demande. Par contre, il m'offrit d'emmener des animaux à Blefuscu. J'acceptai avec joie et j'embarquai un grand nombre de minuscules animaux de l'île. Lorsque je fus prêt à partir, le roi me fit fouiller pour s'assurer que je n'avais pas caché quelques-uns de ses sujets à son insu. Mais je tenais à respecter ma promesse, et il n'en trouva aucun, ni sur moi, ni à bord. L'heure des adieux au petit homme arriva. Je dis au revoir au roi et à sa cour, et les remerciai de leur gentillesse pour moi. Merci, merci, merci. Sa Majesté me fit présent de plusieurs bourses de pièces d'or et de son portrait en pied. Je fus très touché, et je les glissai délicatement dans l'un de mes gants pour les mettre à l'abri. Puis, au milieu des derniers revoirs, je poussai ma chaloupe à la mer, sautai dedans et mis les voiles. L'île de Blefuscu diminua peu à peu. Bientôt je la perdis complètement de vue. Je naviguai vers le large en m'orientant sur le soleil et les étoiles. J'espérais croiser un navire tôt ou tard, et je gardai une attention vigilante. Je naviguai tout le jour sans rien voir. La nuit venue, je dormis après un léger repas. Je m'éveillai avec le lever du jour, et, sur le moment, je me demandais où je me trouvais. Les derniers événements me revinrent à la mémoire, et je me réjouis à la pensée que j'étais peut-être en route vers mon cher pays. Je remis les voiles, gardant toujours l'espoir d'apercevoir un navire. Mais la nuit tomba à nouveau, sans autre nouvelle. Le troisième jour, la chance me sourit. J'aperçus un grand navire qui croisait au large. Lorsque je me trouvai plus près, je hélai le navire. Du bateau! Par ici, par ici! Et on m'aperçut. On me hissa à bord, et on me demanda qui j'étais et d'où je venais. Mais que faites-vous ici? Qu'est-ce que vous faites et vous êtes qui? Je débordai de joie en apprenant que ce navire rentrait justement en Angleterre, dans mon pays, après un voyage au Japon. Je racontai le naufrage de mon bateau et comment j'étais arrivé à Lilliput. Les gens n'y sont pas plus hauts que ça, dis-je en plaçant ma main à la hauteur des Lilliputiens. Je fis le récit de la vie étrange que j'avais menée et racontai la façon dont j'avais capturé toute une flotte d'un seul coup. Puis je retraçai mon arrivée à Blefuscu et ma découverte de la chaloupe, qui était justement celle qui m'avait mené sur les côtes de Lilliput. Tout le monde m'écouta attentivement, mais personne ne me crut. Chacun pensait que j'avais l'esprit dérangé, complètement fou. Je montrai alors les petites bourses pleines d'or et les minuscules animaux bien en vie. Mon auditoire fut enfin convaincu de ma bonne foi et put donner libre cours à son étonnement pour mon étrange et merveilleuse aventure. C'est étonnant. Ma femme, qui m'avait cru mort, et sa joie fut aussi vive que la mienne lorsque nous nous revîmes. Oh, chérie, chérie, oh mon amour! Le récit de mes aventures la remplit de surprise, et les petits animaux la ravirent. Je mis paître mes petits animaux sur le gazon d'une extrême finesse, et ils se mirent à brouter de fort bon appétit. Il y avait tant de gens qui voulaient les voir que je fis payer un droit de visite, et je devins très riche. Je retrouvai peu à peu l'habitude de voir les choses à leur dimension normale. Mais au début, tout me semblait gigantesque après mon long séjour dans un monde miniature. Le goût des voyages me reprit bientôt et je partis à nouveau sur les mers. Je connus de nouvelles aventures encore plus étonnantes et je vous les raconterai un jour